Ton profil m'a fortement intéressée parce que tu es quelqu'un, d'au-delà d'être audacieuse, tu es très téméraire. J'ai vu que tu voulais en fait créer la première huile de tournesol au Sénégal. Et je pense que ça n'a pas étonné mon entourage que je me suis lancée parce qu'à l'âge de très jeune, ma mère, même dans les 7 ans, ma mère avait une petite boutique en bas dans notre maison et j'allais vendre souvent. Et c'est moi qui faisais aussi le stockage. Tu entreprends quelque chose de gros. Oui. Comment est-ce que tu es passé de avoir un enfant, avoir 2 travails, où tu travailles pratiquement toute la journée, et avoir l'idée de rajouter l'entrepreneuriat? C'était quand même un gros truc parce que j'étais en France, je coordonnais pour avoir une marque d'huile qui s'appelle Huile Jamila d'Ukraine qu'on livrait au Sénégal. Bienvenue dans votre nouvel épisode d'Histoire d'Audace. Merci à nos sponsors, EPC Minex, Business France et RICE, le réseau international des Sénégalais cadres et entrepreneurs de l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Djamila Tousso, qui est la fondatrice et la dirigeante de CCRM, une entreprise qui s'occupe de l'industrialisation et de la commercialisation d'une huile de tournesol au Sénégal. Bonjour Djamila Tousso. Bonjour Mathie. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va très bien. Ça va, merci. Merci d'être là dans le podcast Histoire d'Audace. Oui, merci de m'avoir invité également. C'est un grand plaisir. Plaisir grandement partagé. Alors Djamila Tousso, ton profil m'a fortement intéressée parce que tu es quelqu'un, d'au-delà d'être audacieuse, tu es très téméraire parce que j'ai un peu suivi ce que tu faisais. Oui. Et j'ai vu que tu voulais en fait créer la première huile de tournesol au Sénégal. Oui, exactement. Incroyable. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Oui. Je vais rentrer dans le vif de Djamila Tousso. Ok. Djamila Tousso, qui tu es en dehors du fait que tu es une professionnelle aguerrie, un entrepreneur averti, qui Oui. tu es? Alors, je suis une maman, donc une maman de 2 petites princesses. Je suis une femme très famille, très famille, qui adore ma famille et qui aime être en famille. Donc, j'aime beaucoup les voir, j'aime beaucoup organiser des rencontres entre nous. Et voilà, j'aime la vie et j'aime profiter de la vie et être toujours de bonne humeur. Ah, Ouais. très beau profil. Est-ce que aussi, quand tu étais plus petite, tu étais quelqu'un qui aimait faire des choses, entreprendre? Parce que quand tu dis que je suis quelqu'un en famille, j'aime bien rassembler, Oui. c'est que tout de suite, je vois aussi que tu es quelqu'un qui aime faire, être proactive, faire des choses. Alors, entreprendre, oui, et je pense que ça n'a pas étonné mon entourage que je me suis lancée parce qu'à l'âge de très jeune, ma mère, même dans les 7 ans, ma mère avait une petite boutique en bas dans notre maison et j'allais vendre souvent. Et c'est moi qui faisais aussi le stockage, donc j'allais dans les magasins acheter et revenir. Les gens s'étonnaient parce que c'était très jeune. À un moment, elle a délocalisé la boutique pour aller dans le marché de Thiaroye. Et là-bas aussi, j'y allais tout le temps. Et je me rappelle que je rassemblais toujours les légumes qui allaient pourrir et autres. Et je les prenais, je me mettais en tas pour vendre à 25-50 francs. Ah. Je faisais un peu d'argent de poche que je mettais. Donc, après, si j'en avais plus de légumes, je lui demande de mettre des sachets d'eau dans le frigo et après je rentrais dans le marché, je revendais à 25-50. J'ai toujours aimé entreprendre. Ouais. Vraiment. Donc toi, c'est quelque chose vraiment qui est dans toi, c'est dans ton ADN. Vraiment, mon père voyageait beaucoup et à chaque fois qu'il ramenait des bonbons au chocolat, moi je gardais les miens et après je le revendais dans la maison familiale à 25-50 encore. Donc c'est quelque chose que j'ai fait depuis très jeune. Vraiment. Toujours très maligne, quoi. Très maligne et très entreprenante, je dirais. Ouais. Et voilà. Et une fois, j'ai commencé aussi à travailler et autres, à faire des stages. À chaque fois que j'avais des congés, je me rendais soit au Maroc, soit à Dubaï pour acheter des marchandises et venir revendre. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Tu as toujours aimé faire. Oui. Okay. Et donc, un peu ton parcours scolaire, c'est-à-dire que toi, donc tu as fait tes études ici au Sénégal? Oui, c'est ça, exactement. Une filière J'ai fait administration des affaires à HEC Dakar.
D'accord. Donc, après le bac, bien sûr, et c'est là que j'ai eu ma licence. Donc, après ma licence, j'ai commencé à travailler directement, enfin, en stage d'abord, et après, j'ai commencé à travailler. Donc, quand j'ai commencé à travailler, je suis repartie à IAM en même temps que mon travail pour faire des cours de week-end pour un master. Donc, c'est là que j'ai intégré le master en ingénierie d'affaires avant d'aller en France. Donc, je suis partie tard, un peu tard. Et là-bas, j'ai repris encore les études et j'ai fait un autre MBA en management et stratégie d'entreprise. D'accord. Donc, en fait, tu as fait toutes tes études ici au Sénégal. Oui. Tu as eu une première expérience au Sénégal. Oui, exactement. D'accord. Et ensuite, tu as décidé de partir en France. Oui. Ce qui t'a décidé de partir en France, c'est quoi? C'est les études ou chercher une opportunité de travail? Non, alors c'est déjà pour des raisons personnelles, je suis partie, mais aussi toute ma famille était en France. À un moment, ma mère est partie. On rejoint mon père qui était déjà. J'avais des petites sœurs qui étaient, donc j'étais là qu'avec ma grande sœur. D'accord. Je travaillais en même temps et à un moment, je suis partie. L'idée n'était pas de rester du tout et c'était juste pour aller en vacances et revenir. D'accord. Les choses ont fait que je suis restée et depuis, j'ai travaillé donc en France, j'ai repris mes études et voilà. Donc toi, quitter, parce que tu avais quand même cette facilité, si je comprends, d'aller en France, parce que tu avais déjà de la famille, oui. mais t'es quand même resté ici, tu as quand même fait tes études, tu as quand même travaillé, donc ton objectif premier, c'était pas forcément d'y aller. Vraiment non. Ouais. Et parfois je le dis en guillemets, c'était avec un peu de regret parce que j'adore le Sénégal, j'aime beaucoup le Sénégal et voilà, c'est vraiment mon pays. Et peut-être j'avais toujours pas intégré le fait que je vis en France, donc ce que parfois je vis un peu mal. Donc l'idée c'était vraiment pas de rester. D'accord. Les choses ont fait que je suis restée, mais c'était pas ce que je voulais. Je partais pas ni pour travailler, ni pour y rester, ni rien du tout. Mais bon, ma mère a beaucoup insisté parce que voilà, beaucoup de problèmes personnels, ce qui fait que je suis restée un bout de temps. En France. Oui. D'accord. Et du coup, en France, tu as repris tes études, donc tu as fait ton MBA. Oui. Et tu as eu un super poste. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour intégrer cette entreprise, Nestlé? Alors, Nestlé, c'était ici. Nestlé, c'était juste après ma licence. D'accord. Donc, j'étais major de ma promo et ils venaient recruter directement des stagiaires. Donc, j'y suis rentrée en tant que stagiaire, j'ai fait mes preuves et ils m'ont proposé donc un CDI. Je suis restée, j'ai été Field Sales Manager, j'ai accompagné une équipe de vente. Donc, l'une de mes meilleures expériences professionnelles parce que Nestlé, je le dis tout le temps, c'est une école de formation pour moi. Je l'ai intégrée très jeune. Je pense que j'étais la plus jeune de toute la structure. Donc, et j'ai eu la chance d'avoir rencontré un maître de stage qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup guidé. Donc, ce qui fait que j'avais eu une très belle expérience. L'expérience terrain était vraiment très bénéfique pour moi, coordonner des ventes, avoir une équipe, donc les accompagner, les aider eux aussi à ce qu'ils puissent monter en compétences. Donc, c'était vraiment l'une de mes meilleures expériences. Donc, après la vente, on m'a fait venir dans le département marketing en tant qu'event manager où j'avais 3 catégories de produits. Donc, si ça ne dérange pas les pubs, c'était Nido, Gloria et Ceralac. D'accord. Donc là aussi, il n'y avait pas de temps, c'était 3 produits tout le temps. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup être dans l'action tout le temps. Aujourd'hui, je suis bien servie avec ces séries, mais en tout cas, à ce moment-là, j'appréciais énormément. J'étais jeune, donc sans enfant surtout. Donc voilà. Donc cette expérience de Nestlé au Sénégal. Oui. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, ça fait écho à toi, ce que tu viens de nous raconter dans ton enfance. Oui. Donc tu étais dans tout ce qui était nourriture, la vente. Exactement. Tu te retrouves à travailler avec des commerciaux sur le terrain pour la vente. Et tu te retrouves à commercialiser aussi, faire la publicité de tout ce qui est consommation, produits alimentaires. Donc ça a fait écho avec ce que tu... Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé. Vraiment, Nestlé, c'était l'une de mes plus belles expériences de juste là. Et en France ensuite, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu... Alors, en France, quand je suis arrivée, bon, à un bon moment, j'ai pas travaillé, je suis restée un peu en famille. Et après, j'ai repris le travail donc en tant que responsable marketing d'une petite start-up donc qui faisait tout ce qui est référencement de structures pour faire la publicité et autres. Donc là aussi, j'accompagnais des petits jeunes qui venaient de sortir d'école et tout ça. Donc c'était une belle expérience aussi.
En même temps, je le combinais à côté avec un boulot de la restauration. Je finissais à 17h et j'allais commencer en restauration à partir de 18h. Je finissais à 2h du matin. Je venais d'avoir ma fille, donc il y avait beaucoup de dépenses à supporter. Ouais. Donc, je faisais 8h, 17h, 18h, 2h du matin, tous les jours. Ouais. Donc, à un moment donné, le restaurant m'a proposé d'être responsable du restaurant. Donc, ce que j'avais accepté. Et ben, juste après, on a travaillé un bon moment dans la restauration. J'ai changé de restaurant et aujourd'hui, encore en France, je travaille en tant que manager dans notre restaurant. D'accord. Oui. Donc aujourd'hui, tu es manager dans le restaurant. Oui. Et tu es aussi directrice et fondatrice de CCRM. Oui. Donc là, tu entreprends quelque chose de gros. Oui. Comment est-ce que tu es passé de avoir un enfant, avoir 2 travails, où tu travailles pratiquement toute la journée, et avoir l'idée de rajouter l'entrepreneuriat? moi aussi, je me dis, mais comment j'ai eu le temps? Parce qu'actuellement, j'ai 2 enfants. Donc, je me dis comment... Tu as eu le temps de faire un deuxième enfant en plus. Exactement. Donc, je me rappelle très bien que c'est entre les coupures du restaurant, même que je passais mes examens de MBA. Hein, en plus, le MBA, oui. Oui, donc c'était pas facile. Franchement, parfois, je me pose cette question. Mais je pense que c'est ce qui me nourrit. Ouais. Sincèrement, si je ne faisais pas tout ça, je ne serais pas épanouie. J'aime beaucoup être dans l'action tout le temps. Après, oui, c'est un gros travail que j'avais peut-être pas mesuré au début. Après, il faut savoir que aussi, aujourd'hui, je le considère comme une start-up parce qu'on a commencé juste avec de l'importation. Bon, les gens me disent que même ça, ils pensent que c'était quand même un gros truc parce que j'étais en France, je coordonnais pour avoir une marque d'huile qui s'appelle Huile Jamila d'Ukraine qu'on livrait au Sénégal. Et j'étais seule en ce moment-là. Donc, j'ai fait de sorte que les conteneurs quittent d'Ukraine pour être livrés au Sénégal tout en étant en France. Alors, je vais juste te couper un tout petit peu. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, donc là, comment est-ce que tu es passé de « je suis manager d'un restaurant, j'ai des enfants, je fais mon MBA » et comment l'idée de créer CCRM t'est venue avant de passer dans toute la partie logistique? Parce que c'est ça, en fait. Oui, bien sûr. Alors que tu es en France et que ton idée, c'est une idée pour le Sénégal et que tu vis encore en France. Oui. Alors, moi, comme je dis, j'ai toujours pas intégré vraiment le fait que, voilà, maintenant, tu vis en France, tu résides en France. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est tout à fait, la société répond tout à fait à son nom, retour à la maison. Tout ce que je voulais, c'est revenir. CCRM, ça veut dire? Comptoir commercial, retour à la maison. Donc, ce que je voulais, j'ai pas beaucoup réfléchi sur le nom, franchement. Je me suis dit, l'idée, c'est de rentrer, mais je veux pas rentrer comme ça, les mains vides. J'ai envie de créer quelque chose pour le Sénégal. Donc, toi, ton objectif, c'était de rentrer. C'est-à-dire que tu étais en France, mais tu t'es dit, il faut que je trouve un moyen de rentrer. Exactement. Mais pas n'importe comment. Oui. Après, il faut savoir aussi, beaucoup de la diaspora, je pense qu'il y a beaucoup qui ont envie de revenir, envie de se lancer, mais tout le monde hésite. C'est peut-être normal, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais moi, en tout cas, l'idée, c'était de se dire, essayons. Et je me suis dit, si je perds quoi? Je me suis dit, je perds de l'énergie, mais c'est pas grave, j'aurais déjà appris. Peut-être je vais perdre de l'argent. C'est pas grave, c'est moi qui l'ai travaillé et je peux me remettre à retravailler cet argent. En fait, toi, tu te prépares. Exactement. Tu prépares ta rente, tu prépares ton retour. Exactement. Ouais. Parce que tu ne peux pas rentrer comme ça, du jour au lendemain, sans préparer ton retour. Je veux pas rentrer comme ça. Et voilà, je sais aussi le taux de chômage au Sénégal et je me suis dit, en créant cette entreprise, voilà, j'aurais amené quelque chose, j'aurais apporté quelque chose, au moins une pierre à l'édifice. Donc en tout cas, moi, c'était l'idée et c'est pour ça que j'ai lancé cette société. Et tout de suite, ton idée, c'était de faire de l'huile? Ça a toujours tout de suite été ton idée? Mon idée, c'était d'être dans l'agroalimentaire, mais pas dans l'industrialisation. L'idée pour moi, c'était de faire de l'import-export, de la négoce, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours connu, par exemple avec Nestlé, où on était dans les distributeurs qui avaient eux aussi d'autres produits. Donc j'ai baigné dans cette atmosphère. Ma mère aussi, qui a fait un peu de commerce comme ça, elle aussi, elle a toujours travaillé la plupart du temps dans l'agroalimentaire. Donc moi, j'avais déjà structuré. Je me rappelle même étant toute jeune, quand je commençais à travailler, je disais tout le temps aux gens, je leur proposais tout le temps de faire ce projet. Donc, j'avais un oncle, j'arrêtais pas de lui dire, mais lance-toi, moi, je vais être ton vendeur et tout ça. Dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, quand j'ai commencé, donc, je commençais à chercher des fournisseurs.
Je cherchais dans le riz, le sucre, l'huile et tout ça pour me renseigner. Donc, le riz, je parlais avec le Vietnam, la Malaisie, le Cambodge, donc ça, c'est pas fait. Le sucre, pareil, j'ai discuté avec beaucoup de fournisseurs. L'huilerie, je suis tombée sur un fournisseur qui était d'Ukraine. C'est un marché très restreint avec beaucoup d'arnaques. Donc, je suis tombée avec un fournisseur d'Ukraine. On a discuté, le feeling est passé. Donc, il m'a fait envoyer des tests. J'ai dit OK. Donc, j'ai testé avec beaucoup d'huile. Après, il faut savoir que je suis très sélective en termes d'huile. J'aime beaucoup savoir quelle huile je cuisine et tout ça. Donc, j'ai testé de manière générale. D'accord. Donc, et puis, je réduis tout le temps les quantités de l'huile et tout ça. Donc, je pense que mon entourage me connaît bien pour ça. Et donc, j'ai testé beaucoup de produits d'huile qui me venaient de partout. Tout le temps, j'avais des échantillons. Et après, j'ai décidé d'aller avec ce fournisseur-là. Pour moi, l'idée, c'était en premier de me dire, je vais participer un peu à la nutrition aussi sénégalaise, proposer un très bon produit qui permettrait en tout cas au moins au ménage de se dire que voilà, ce qu'on mange là, il n'y a pas de souci. C'est du bon. Il y a toutes les qualités nutritionnelles qu'il doit y avoir. Donc, je me rappelle quand le fournisseur, je faisais un peu ma fiche produit, je dis, je veux que tu me rajoutes ça, de la vitamine A, la vitamine E, et dis-moi comment je peux faire pour ne pas avoir de bouteilles en plastique. Elle me dit, oh, Madame So, vous allez trop loin, et tout ça. Ouais. J'ai dit, oui, mais parce que je l'amène au Sénégal, il me dit, même l'huile que tu veux prendre là, tu ne consommes même pas ça en France. Donc, l'huile que j'importais, moi, était même mieux que l'huile qu'on consommait en France. Tellement que je voulais vraiment un produit parfait pour le Sénégal. Donc, voilà. Donc, tu as commencé effectivement à démarcher. Oui. Tu as trouvé ton collaborateur en Ukraine avec qui vous avez commencé à travailler sur une huile spécifique. Donc, ton premier créneau, c'était d'importer l'huile et de la ramener au Sénégal. C'est ce qu'on a fait même. Donc, toi, c'est ce que tu as fait avec tes fonds propres. Oui. Donc, tu as pris un crédit ou c'est vraiment les fonds propres que tu as pris, tu t'es dit, je me lance? Oui, c'était mes fonds propres et un peu de fonds familiaux, mais c'était pas de crédit. D'accord, donc tu as préparé ça. Donc, tu t'es dit, je mets mes économies pour pouvoir justement faire ce projet-là. Oui. Et tu as commencé à importer. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2024. Le premier conteneur. Il n'y a pas longtemps. Oui, est arrivé en août 2024. C'est pour ça que je considère que c'est aujourd'hui un peu de recul comme une start-up. Ouais. Ça, c'était en août 2024. D'accord. Donc, tu as commencé à importer l'huile qui s'appelait donc huile Jamila. Oui. Et puis, ça me dit quelque chose. Je pense que je l'ai vu à un moment donné. C'était une très bonne huile. Ouais. Vraiment. Je l'ai vu à un moment donné sur Auchan. Oui. Oui. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Donc, cette période-là. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, c'est bon, je vais pouvoir rentrer? Alors, non, je suis toujours pas rentrée. Donc, ça a suivi son cours. Il faut savoir que c'est mon salaire de France qui permettrait, par exemple, de supporter certaines dépenses. Moi, c'était en tout cas une forme de sécurité, en tout cas pour moi. Donc, j'ai formé mon équipe ici et on a ouvert un magasin où l'huile était présent, le site web où l'huile se vendait aussi. Il y avait des commerciaux et tout ça. Donc, je coordonnais toujours à distance. Tu as continué à travailler. Oui. Tu as gardé ton travail en France. Oui. Pour sécuriser. Oui, exactement. Et tu gères ton équipe ici au Sénégal. Exactement. Mais comment tu as fait pour trouver ces ressources-là au Sénégal en étant là-bas? J'étais dans le domaine déjà commercial. Donc tu avais une expérience. Voilà, c'était des gens que je connaissais, avec qui j'ai déjà travaillé, qui me connaissent aussi. Donc, c'était vraiment des équipes avec qui on a déjà travaillé ensemble. L'habitude de travailler. Voilà, donc c'est eux qui sont venus, avec qui on a travaillé, et voilà. D'accord. Donc, l'histoire de Jamila continue, les huiles. Oui. Et ensuite, à un moment donné, tu décides de dire, non, ça me suffit pas, il faut vraiment, en même temps, je me suis dit, en Côte d'Ivoire, donc il y avait un agronome qui avait lancé la culture du tournesol en Côte d'Ivoire et qui est d'ailleurs venu de la France aussi. Donc, tout le monde m'a envoyé cette vidéo. Tout le monde m'a dit, Jamila, regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. J'ai dit, je sais pas pourquoi. Bon, comme on dit, quand tu dois aller quelque part, il y a tellement de signes. Alors que moi, j'en parlais déjà dans les réseaux. Je disais, moi, je veux trop lancer là, parce que sur LinkedIn, je discute trop de mes idées pour sonder un peu. Donc, je dis, je veux trop faire la culture du tournesol. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur la culture, qu'est-ce qu'il faut faire, l'itinéraire technique et tout.
Donc, quand j'ai vu que l'agronome ivoirien là le faisait, donc je l'ai contacté, j'ai dit est-ce que ça t'intéresse de venir nous faire la formation au Sénégal? Donc il m'a dit que oui, il m'a donné les modalités et j'ai pris son billet d'avion, je l'ai fait ramener au Sénégal. Donc on a tout coordonné et j'ai loué un terrain de 3 hectares pour faire des essais et j'ai recruté des agronomes à qui il a fait la formation. Donc il est venu, il les a formés. Et ces agronomes-là ont lancé la culture du tournesol pour nous, pour faire des tests dans un premier temps. D'accord. Ok. Voilà. Mais Djamila, moi, en fait, moi, tu me scotches dans le sens où tu fais des choses, tu dis des choses de manière tellement simple, comme si c'était quelque chose de facile. Mais moi, c'est-à-dire que tu étais à la maison, Oui, avec 2 enfants, à gérer un travail, oui, à lancer une entreprise d'importation d'huile, oui, d'accord? Donc, tu faisais des allers-retours entre la France et le Sénégal. oui, Donc, tu avais ta famille qui s'occupait de tes enfants à ce moment-là, j'imagine, qui Oui. t'aide, qui t'a un support là-bas, oui. d'accord? Mhm. Donc, tu viens ici, l'importation se passe bien, c'est-à-dire que la vente des huiles se passe Oui, bien. Vraiment. Tu Oui. te dis, eux de te dire, ah bah c'est bon, je vais pouvoir commencer à rentrer, tu te dis, non, 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 il faut que je fasse quelque chose de moi-même ici. Oui. Donc, tu mets les moyens, c'est-à-dire que tu te donnes les Exactement. moyens, tu te dis, bah, pour ça, moi, je vais payer Mhm. la personne qui a réussi à le faire. Et comme ça, elle va me dire comment on fait. Oui, Elle te donne, tu loues les 3 hectares exactement. et tu lances Oui. Après, il faut savoir, il y a toute une préparation. Il faut Ouais. avoir de la semence et tout ça. Donc, j'ai importé la semence et j'ai fait venir au Sénégal aussi. On a regardé tout ce qui est engrais. Il fallait faire de l'eau dans les 3 hectares là. Donc, on a fait venir aussi un agronome spécialisé dans le système d'irrigation et tout ça. Donc, D'accord. on a coordonné tout et de sorte à lancer la culture du tournesol au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est la culture du tournesol est lancée. Oui, Ça y est, c'est bon. bien sûr. Donc, tu es la première au Sénégal. Enfin, il y a eu des essais au Sénégal, mais en tout cas, on en parlait à le développer autant. D'accord. C'était nous. C'était bon. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, Oui. maintenant, il y a de On n'arrête l'huile pas là. CCRM qui est là ou pas? Alors, aujourd'hui, donc, l'idée, toute cette gymnastique, on voulait juste en venir à créer notre unité de formation, de transformation, ici même, pour pouvoir faire, en tout cas, la transformation des graines en huile. Donc, après ça, il fallait sourcer les machines. Parce que moi, j'avais décidé, parce que tout ce qui est domaine technique, quand même, ça m'a toujours fait peur. Je me suis dit, c'est de l'ingénierie quand même, j'ai pas encore ces compétences. Comment je vais faire? Donc, en ce moment-là, quand certains ont vu que je faisais la culture, j'avais de très belles récoltes d'ailleurs, et je formais d'autres villages, d'autres villes, les équipes formaient d'autres villages, d'autres villes, pour se lancer dans la culture du tournesol. Donc, il m'a contacté, il m'a dit, moi, j'ai une ligne, mais je voulais faire de l'huile d'arachide. Est-ce que ça t'intéresse une collaboration? Donc, moi aussi, j'ai dit, bah oui, bien sûr, parce que je n'ai pas encore les machines, je ne sais pas comment faire, et tout ça, c'est beaucoup d'argent. J'ai dit, OK. Donc, on a commencé à travailler ensemble, je lui envoie mon business plan, on a discuté, voilà, on était prêts à se lancer. Et donc, oui, il me rappelle, il me fait, moi, j'ai un autre associé. Je dis, OK. Comment ça se fait? Il me dit, nous, on va lancer notre produit, on va faire aussi la culture du tournesol. Et l'associé me dit, moi, je vais faire la première huile de tournesol au Sénégal et tout ça. J'ai dit, bah, vous êtes en train de me parler de mon projet, mais c'est pas grave. Donc, finalement, on décide de ne plus travailler ensemble. Et je me dis, bah, je vais pas m'arrêter là. J'ai déjà fait mes cultures. Je vais chercher mes machines. Donc, comme ça, je me suis lancée à sourcer les machines. Donc, aujourd'hui, on a tout ce qui est décortiqueuse, torréfacteur, la presse et même la raffinerie. Parce que je voulais quand même une huile raffinée, propre, décolorée et tout ça, comme ce que je vendais, qui me venait d'Ukraine. D'accord. Donc, j'ai cherché les fonds et on a acheté les machines et les machines sont là. Donc aujourd'hui, entre 2024 et début 2026, Oui. donc l'huile Djamila, entre guillemets, tu ne la vends plus, Oui, d'accord? Tu te consacres sur le fait de développer ta propre huile de tournesol CCRM. exactement. Donc tu as mis les moyens et t'es malheureusement tombé sur une collaboration infructueuse. Exactement. Comme quoi,
des fois, c'est compliqué aussi de travailler Oui. avec des personnes qui sont alignées Oui. en termes de valeurs et en termes de process avec toi. Oui. Donc, tu t'es lancé tout seul. Donc là, aujourd'hui, tu es tout seul dans ce projet. Oui. Avec ton équipe. Oui. Après, j'ai beaucoup de gens quand même qui me soutiennent. Ouais. Mais en tout cas, pour le moment, oui. Mais je me dis, c'est tant mieux. Parce que s'il n'avait pas fait ce coup, moi, jamais je me serais lancée dans l'industrialisation. D'accord. Donc, aujourd'hui, on s'est installé avec beaucoup de difficultés. C'était pas facile. Entre acheter les machines, les faire venir, les dédouanements, les installer, trouver un local adapté où c'est pas très enclavé, mais ça doit pas être dans les habitations. Donc, tout ça, c'était très compliqué. Faire les branchements, les câbles électriques. Ça nous a beaucoup fatigués. Énormément. Vous êtes installé où? On est installé à Gorom 1. D'accord. Donc, vers la route de Bambilor, Torniaïlo et autres. D'accord. Donc, c'est là que tu as installé. Tu vas installer ton usine. Oui, on est d'accord. Ton usine de production. Oui. OK. Mais aujourd'hui, comment cette gymnastique-là, en termes de temps, parce que j'imagine que beaucoup de personnes de la diaspora veulent, comme toi, essayer de revenir au Sénégal. Oui. Mais avant de revenir au Sénégal, comme ce que tu fais, ça se prépare un projet. Exactement. Sauf que souvent, c'est compliqué d'avoir un travail et de pouvoir venir au Sénégal, gérer le projet et essayer en plus de ça de faire en sorte qu'il fonctionne même quand tu n'es pas là. Comment toi tu fais? Comment toi est-ce que tu arrives à faire cette prouesse-là? Sincèrement, c'est très compliqué. Je te le cache pas, c'est difficile de devoir tout gérer en une journée. Mais après, voilà, c'est des systèmes à mettre en place, des systèmes de reporting, des réunions hebdomadaires par exemple. Et mes équipes savent que je suis tout le temps disponible quand ils m'appellent, quand il y a un souci ou autre. Après, franchement, je suis partie aussi parler avec mon travail en France et je leur ai dit que voilà, moi, je veux entreprendre, je veux faire ça. Je leur ai expliqué. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire bien mon travail parce que je me sentirais trop mal à l'aise si je le fais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de me lancer parce que à un moment donné, il faut que je rentre au Sénégal et voilà. Donc, ils l'ont compris parce que c'est aussi un entrepreneur, moi en tout cas, qui m'inspire beaucoup parce qu'il a quitté très petit et aujourd'hui se développe très bien. Donc, il l'a très bien compris et voilà, parfois même on a discuté de ce que je fais et autres. Donc, l'idée en tout cas qu'on a fait, c'est de mettre en place un suivi très rigoureux, des reporting, on s'appelle tout le temps, ils savent que je suis tout le temps là et moi aussi je suis de côté. À côté. D'accord. Donc en fait, tu es vraiment parti sur la transparence avec ton employeur, en disant voilà, moi j'ai comme projet d'entreprendre, j'ai comme projet d'un jour retourner au Sénégal. Je suis engagée avec vous, je ferai mon travail avec vous comme il le faut. Exact. Je préfère vous dire les choses pour pas que vous posiez des questions. Il a compris et du coup, tu es à l'aise pour pouvoir faire ça. Oui. Donc tu es à l'aise aussi pour pouvoir faire des allers-retours entre Paris et Dakar. Donc à mon avis, des fois, tu dois faire du télétravail. Alors, comme c'est la restauration, donc très rarement. Mais en tout cas, moi, je me suis engagée et ce qui est sûr, c'est que je fais mon travail comme ça se doit. Et je pense qu'il le dit même, c'est depuis qu'elle s'est lancée qu'elle commence à augmenter le chiffre d'affaires. J'ai dit parce que je te comprends mieux. Je sais ce que tu vis, on se comprend. Je n'ai jamais aussi bien compris que depuis que je me suis lancée. Donc, j'essaie d'augmenter des chiffres. Mes équipes savent qu'elle est toujours orientée chiffre. Jamila, il trouve toujours de la place pour installer les clients parce que voilà, j'ai envie que lui aussi, qu'il réussisse et tout ça. C'est peut-être la solidarité entrepreneur. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, toi, tu fais ton système de reporting pour faire en sorte que même quand tu es à l'extérieur, qu'on puisse avoir un suivi. Après, il y a Teams, il y a Google Meet, etc. que tu mets en place pour pouvoir suivre et continuer à gérer. Exactement. Après, je suis persuadée que les choses avancent tellement bien quand je suis là. Donc, je sais que l'idéal serait été de venir se concentrer dans son business à 100%. Mais parfois, les choses font que je peux pas, en tout cas pour le moment, vu que CCM n'a pas encore commencé à vendre comme ça se doit, à se développer comme ça se doit. Donc, moi, je sais qu'en entrant comme ça aujourd'hui et que la commercialisation n'est pas encore partie comme je le voudrais, ça va être frustrant un moment de savoir que voilà, on s'est tout donné, on n'a pas encore de chiffres, l'entreprise n'est pas encore rentable.
Donc, c'est pour ça que je préfère faire ce switch où on va travailler doucement, doucement. On vient de temps à autre. À ce moment-là aussi, personnellement, faut le préparer. Les enfants, où est-ce qu'ils vont habiter? Nous, où est-ce qu'on va habiter? Les amener de temps à autre, eux aussi en vacances, pour qu'ils voient, pour qu'ils s'adaptent et tout ça. Elles sont nées là-bas, ils sont jamais venus. Donc, D'accord. voilà. C'est pour Donc ça. aujourd'hui, tu vis entre les deux. Tu prépares aussi le retour avec ta famille. Exactement. Ta famille, tes filles, tu leur as dit qu'à un moment donné, on va rentrer au Sénégal. Elles savent très bien et voilà, elles savent ce que je fais. Elles-mêmes, elles se mettent à simuler des publicités où elles disent « Oui, Jamila, mon air, mon ours ». Donc, elles commencent à parler Wolof. Elles savent que, par exemple, cet été, on va passer les vacances au Sénégal. Voilà. Et l'idée, c'est qu'elles s'habituent doucement, doucement, mais elles savent, et je pense que, voilà, il y aura pas de problème. Donc, tu fais une transition de manière soft. Exactement. Pour leur dire, voilà, préparez-vous, on va rentrer au Sénégal, maman est en train de préparer un gros projet. Oui. Et les choses vont se faire. Oui. Où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ces CRM? Alors, avec ces CRM, toutes les machines sont déjà installées. C'était le plus gros du problème. On devait passer tout ce qui est visite de conformité avec Causuel pour les installations électriques. On a raté, on a repris. C'était une belle gymnastique. Maintenant, on l'a eu. Et donc là, on attend l'installation du compteur. Donc, pour qu'on puisse démarrer. On a eu des récoltes précédentes, vu que depuis janvier 2025, on préparait tout ce qui est matière première, de tournesol. Donc là, plus que le compteur pour qu'on puisse démarrer. J'espère que ça va se faire dans les 2 prochains mois. Donc là, donc tu vas démarrer et ensuite tu vas commercialiser. Oui. Et tu vas commercialiser ton huile. Oui. Et du coup, tu as trouvé, toi, tout ce qui est où est-ce que tu vas commercialiser, où est-ce que tu vas pouvoir vendre, est-ce que tu as trouvé des partenaires, tout ça, c'est fait. Sincèrement, quand on me demande ça, je dis c'est le volet où j'ai vraiment pas de souci parce que déjà l'huile a été déjà connue, donc à une certaine notoriété vu que c'était de l'huile importée. On avait un réseau de distributeurs qui à Touba, à Thiès, donc qui distribuaient déjà l'huile de tournesol. On avait déjà pénétré le marché. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est pour ça on gardera le même nom, Huile Jamila. Donc il y aura déjà des commerciaux préparés et je suis la première commerciale. Je dis toujours aux équipes, ça me dérangerait pas de prendre mon carton sur la tête et d'aller vendre mon huile dans les marchés. Ça me dérange pas du tout. Je l'ai fait pour les marques de Nestlé, donc ce sera avec plaisir que je le fasse pour l'huile Jamila. Sincèrement, pour moi, sur ce volet-là, il y aura pas de souci. Et aujourd'hui aussi, ces CRM font cet aspect, c'est de la production locale. Aujourd'hui, je te vends l'huile, tu es capable de venir à l'usine visiter comment c'est fait. On te montre tout le processus. Tu sais que c'est sans OGM, sans produits chimiques, donc je pense que ça rassure déjà. Alors, moi j'ai plusieurs questions à ce moment-là. Le nom Jamila, c'était un nom qui n'était pas le tien forcément à la base, ou c'est toi qui l'avais mis ce nom Jamila? C'est moi qui l'ai. C'est toi. Oui. Donc c'est ton nom, il est breveté, c'est à toi. Oui. D'accord, c'est ta marque. Oui. Ok. Maintenant, donc tu as ton huile Jamila, oui. Donc les choses vont se mettre en place. Donc tu as déjà ton réseau de fournisseurs à qui tu as déjà en fait pré-réservé tes huiles. Oui. Mais aujourd'hui, moi ma question c'est que est-ce que tu as eu un accompagnement du ministère? Comment ça se passe quand tu viens au Sénégal et que tu veux faire quelque chose comme ça, aussi gros? Est-ce que tu as un accompagnement? Est-ce que tu as des structures qui peuvent t'accompagner? Parce que quand tu es dans la diaspora, tu te dis, mais comment on fait? Tu viens... C'est très dur. C'est très, très dur. Il faut faire des relances à n'en plus finir. Auprès de qui? Alors, auprès des structures d'accompagnement, parfois avec des réponses, parfois pas. D'accord. Moi, je sais que j'ai obtenu un accompagnement du ministère de l'Agriculture, que je remercie sincèrement pour ça, sur la dotation des semences, subvention d'engrais et autres. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Après, dernièrement, oui, on a signé une convention avec la DPME. La DER, je suis toujours derrière. J'espère que ça va se faire. D'accord. Mais en tout cas, c'est lent, c'est dur. Et en ce moment-là, si tu finances le projet, ça peut être très démotivant. Vraiment, parfois, tu as juste envie de tout laisser tomber. Mais moi, je dis que je suis déjà là. Je suis arrivée jusqu'au bout. Il faut que je continue, en fait. Donc, c'est très démotivant et forcément, ça fait douter. D'accord.
Donc, tu as des structures d'accompagnement au Sénégal qui te permettent de t'accompagner dans le projet. Oui, C'est à toi de faire les démarches, oui, d'accord? oui. Et ça peut être plus ou moins rapide Oui, et plus ou moins long. oui. Alors moi, j'ai oublié de citer, mais il y a le FONGIP qui m'a aussi beaucoup soutenu, D'accord. vraiment. Ils ont des dépôts, ils ont des garanties qu'ils peuvent mettre, soit garantie portefeuille, soit garantie individuelle. Ils m'ont beaucoup accompagné, vraiment, ils m'ont beaucoup soutenu, le FONGIP. D'accord. Oui. Donc, OK. Donc, tu as quand même cet accompagnement-là qui t'aide à C'est ça, avancer dans ton exactement. projet. Oui, après, vous savez, hein, c'est l'État, il faut pas trop s'en attendre et ils vont pas forcément venir nous donner le financement, surtout en termes d'espèces de cash dont on a besoin. Mhm. Mais c'est déjà quelque chose, par exemple, la DPME accompagne surtout sur la structuration et autres. Mais tout est bon à prendre. De toute façon, quand on apprend, c'est ça, il faut déjà, nous, qu'on soit prêts avant de demander en tout cas des accompagnements et que nous-mêmes, on investit dans ce projet pour montrer aux gens qu'on y croit déjà. D'accord. Et au niveau des banques, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu as pu dealer avec les banques françaises ou avec les banques sénégalaises? La France, pas du tout. Rien Ils du savent même pas que j'entreprenne ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas l'idée. Avec les banques sénégalaises, oui, on a une banque qui nous a accompagnés récemment. Voilà, c'est pas à hauteur qu'on voudrait, vu qu'on commence pas encore à faire du chiffre d'affaires. Mhm. Donc, maintenant qu'ils ont vu que ça avance, peut-être qu'on va refaire une autre demande. Mais jusque-là, le projet, la plupart des choses étaient faites par fonds propres, ce qui était quand même très compliqué pour nous. Ouais. Donc, ça a demandé quand même beaucoup de sacrifices et d'investissements. Beaucoup de sacrifices, vraiment. Et d'investissements personnels. D'accord. Ça. Donc, toi, quand est-ce que tu penses pouvoir justement commercialiser et quand est-ce que tu te projettes pour vivre ici au Sénégal? Alors, moi, sincèrement, si ça ne dépendait que de moi, c'est que là, je ne rentre pas, je reste. Parce que, comme j'ai dit à l'entame, hein, j'aime ce pays, j'aime mon pays et sincèrement, je suis très à l'aise quand je suis ici. Donc, si ça ne dépendait que de moi, je ne rentrerai pas. J'espère pouvoir commercialiser dans les 2 mois à venir, si tout se passe bien. Donc, c'est à court terme, c'est bientôt. Ah, oui, Inch'Allah. parce que franchement, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que les machines sont arrivées depuis juin. Mais entre le local, les installations, ça nous a pris beaucoup de temps. Donc, je pense que même sur LinkedIn, parfois, je ne parle plus tellement que moi-même, ça m'a pris du temps. Donc, je pense dans les 2 à 3 mois maximum, l'huile sera sur le marché. En tout cas, si tout se passe comme prévu. Après, en entrepreneuriat, rien ne se passe comme on l'a prévu, mais moi, en tout cas, on se donnera les moyens pour. Et tu attends quoi pour pouvoir vivre avec ta famille? Est-ce que tu attends que les ventes se fassent pour pouvoir revenir ou tu attends dès que c'est bon, et ben tu viens? Comment est-ce que tu vois ça? Moi, on ne s'est pas donné de deadline pour se dire, voilà, on rentre tant. J'aime trop quand les choses se font naturellement. Donc là, ils savent que j'ai mon projet, c'est en cours, je vais les ramener de temps à autre pour qu'ils voient comment ça se passe. Maintenant, ça me réconforterait bien quand je sais que je peux vivre de cette entreprise confortablement avec mes enfants. Voilà, c'est tant mieux. Donc, si vraiment tout se stabilise, ce sera avec plaisir. Je n'ai pas fixé de deadline, il faut que je rentre quand, parce que je veux pas aussi me mettre dans en tout cas, dans ce timing où il faut rentrer en juillet, où il faut rentrer en août. J'aime que les choses se fassent naturellement. Et toi, quel conseil tu donnerais à la diaspora pour des personnes qui veulent, comme toi, préparer leur retour en entamant un projet professionnel? Franchement, parfois, je me dis que c'est quand même dommage. Beaucoup de gens de la diaspora ont envie de se lancer. Certaines ont peur à cause de peut-être des ressources humaines, surtout la plupart du temps. Oh, je vais investir au Sénégal, ça va pas bien se passer. Mais je me dis, si on a toujours peur, c'est qu'on va jamais rien faire. Et il y a que nous qui pouvons développer le pays. Parce qu'aujourd'hui, un exemple tout simple, quand les étrangers viennent au Sénégal investir, on se plaint toujours de se dire, ils nous prennent nos terres, ils nous prennent nos... Si nous aussi, on met pas les moyens qu'il faut pour le faire, ça va être compliqué. Je sais que, voilà, l'étranger, ce n'est plus ce que c'était. Donc, la diaspora n'est plus aussi fructueuse. Mais c'est à nous, en tout cas, de prendre des initiatives pour se dire, on se lance, on débute doucement. Et dans tous les cas, on va gagner. Même si on ne gagne pas de l'argent tout de suite, on gagnera de l'expérience.
Moi, je le prends vraiment comme ça. Et voilà, c'est pour ça, j'en parle et avec beaucoup de personnes, je dis, lancez-vous, faisons des choses petites, tu gagneras en expérience. Parce que tout ce que j'ai appris dans ce projet, je le dis souvent, j'ai l'impression d'avoir fait une thèse, en fait, avec ce projet parce que j'ai beaucoup appris. En agronomie, je n'y connaissais rien, mais depuis que je me suis lancée là, aujourd'hui, je peux faire ma culture de tournesol jusqu'à la récolte. Pareil pour l'ingénierie en industriel, c'est ça que je dis toujours aux ingénieurs. En fait, maintenant, moi aussi, je comprends tout, je sais comment on branche. Voilà, j'ai appris sur le tas et c'est quand même de l'expérience. Et ça, si on allait dans une école, on allait payer pour faire tout ça. Ouais. Moi, sincèrement, je le vois comme ça. Donc, il faut que la diaspora soit confortable à l'idée de venir investir, à l'idée de rentrer. Il n'y a que nous qui pouvons développer le pays. C'est pas notre pays là-bas et ils nous le montrent bien. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, toi qui es encore. Ah oui, ils nous le montrent bien. Et toi, de quoi tu es le plus fier de ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, c'est véritablement d'avoir osé le faire, parce que même parfois, ça me choque quand même de se lever, de dire que je vais structurer une filière, je vais aller dans les villages les plus reculés, où je vais passer des journées, des nuits sans électricité. Déjà, je me suis découvert moi-même que je pouvais supporter tout ça, où vraiment, je me lève, je suis comme eux, je discute avec eux, donc j'ai beaucoup appris de moi-même, mais surtout de la résilience. Je ne me savais pas si résiliente. C'est résiliente, ouais. Vraiment, je me le dis tout le temps. Avant, il y avait des petits problèmes et ça m'intriguait, je n'en dormais pas. Maintenant, il y a des gros problèmes et je dors. Non. Tu n'as pas le choix, en fait. Ouais, et quand tu es ici, tu n'as pas le choix. Si tu le fais, soit tu es résiliente, soit... Et aussi, la chose qui m'a vraiment le plus plu dans cette histoire, c'est comme on appelle le tawakkul. Parce que la spiritualité que j'ai gagnée dans ce projet, parce qu'à un moment donné, je m'en remets qu'à Dieu, en fait. Ouais. Parce que j'ai tellement de problèmes, je dis, il y a personne qui peut le solliciter. Et à chaque fois, il m'envoie un signe que je dois continuer. Donc ça a développé ma relation avec Dieu qui, pour moi, ça me choque parfois. Sincèrement. Parce que j'ai de gros problèmes, je dis, je sais pas quoi faire, hein. J'ai des factures. Je dis, ok, d'accord, je m'engage, je dis, je sais pas comment régler cette facture. Mais au bout d'un moment, ça se règle. Je suis là, je dis, oh, merci mon Dieu, mais comment j'ai fait? Même moi, ça me choque. Donc, en tout cas, ça m'a permis de me connaître moi-même et vraiment tu es plus posé parce que tu te dis, aujourd'hui tout va bien, demain ça va pas. Même si parfois tu sais que tu dois fêter des victoires, tu as même peur de les fêter. Mais voilà. Donc aujourd'hui, au Sénégal en tout cas, et dans l'entrepreneuriat, ce qui est important, ce qu'il faut cultiver, c'est la résilience. Exactement. Que tu cultives et que tu acquiers au fur et à mesure. Exactement. Et la foi. Oui. Parce que si tu décides ou si tu veux tout maîtriser comme on peut le faire quand on est un peu en Europe ou quoi que ce soit, parce que tout est millimètre près, etc. Exactement. Je pense que c'est pas possible. Mais surtout quand on est dans l'agriculture où tu mets juste, tu sèmes ta graine et tu attends. Tu sais pas en fait, tu vas récolter ou pas, tu sais pas. C'est vrai. Donc il y a que Dieu vraiment qui peut t'aider en faisant que les choses se passent bien. Donc, en ce moment-là, tu es obligé de t'en remettre à lui. Vraiment. Et quel est le défi le plus difficile personnel au Sénégal auquel tu es confronté, malgré le fait que tu connaisses le pays et que tu sois né ici? Moi, c'est déjà le problème de retard. Malheureusement, la France a fait que, parce que je me rappelle en France, quand je suis venue travailler pour la première fois, j'avais 10 minutes de retard et quand je suis arrivée, ils cherchaient déjà à me remplacer. Je dis, non mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disaient, on pensait que tu venais pas. Donc c'est là que j'ai compris, waouh, que ça ne rigole plus. Donc au Sénégal, on se dit, par exemple, je sais pas moi, midi, et les gens arrivent à 14h. Alors que moi, quand tu viens, tu passes un moment, tu as tellement de programmes, donc tu veux vraiment tout faire millimétré. Donc là, je dis, c'est pas la peine, on fera les choses maintenant au feeling, hein, parce que si tu veux te dire que donc ça c'est un gros problème, le fait que les gens ne respectent pas souvent les heures, ou aussi, je suis quelqu'un qui tient beaucoup à la parole. Donc quand on se dit ça, j'aime bien que les choses soient faites. Comme on se dédie, mais au Sénégal, généralement, il n'y a pas de souci. Tout comme c'est un pays vraiment relax que j'aime beaucoup, où les gens ne se prennent pas la tête. Et c'est peut-être l'une des choses que j'apprécie dans ce pays, vraiment.
où tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Après, il y a du soleil, donc les gens sont forcément joyeux. Mais en tout cas, c'est l'un des problèmes où moi, j'ai eu du mal en revenant. Que c'est mon pays, où quand les gens me parlent français dans la rue, sachant que je comprends Wolof, mais finalement, j'habite où? Tu vas en France, on sait que vraiment, tu ne fais pas partie d'ici. Quand je suis au Sénégal, j'ai envie de me fondre dans la masse comme tout le monde, en fait, parce que alors, est-ce que ça veut... on a besoin. Mais est-ce que ça veut dire que lorsqu'on te voit, on te profile en disant elle là, mais c'est une France nabe. C'est ça qui me fait mal parfois, tu vois, et j'ai peur surtout pour mes enfants qui sont jamais venus. Donc, alors qu'à la maison, on fait du tiep, et le kinkeliba, il l'appelle même douter. Donc, maman, donne-moi du douter. Donc, moi, je les prépare à ça. Ils connaissent le téboudion, tébouillap, ils le disent tout le temps. Donc, quand nous, on vient et qu'on nous stigmatise, voilà, un peu pour nous dire qu'on ne vient pas d'ici, ça fait pas toujours plaisir. Ouais, c'est un peu frustrant. Vraiment. Surtout si tu sais que là-bas, on sait pertinemment que tu ne fais pas partie d'eux, ce que j'accepte. Donc, ici, tu es chez toi. Ici, je suis chez moi. Et tu veux qu'on te considère comme... Exactement, comme chez toi. Normal de... Voilà. Après, bon, c'est vrai que c'est des choses qu'à mon avis, beaucoup de personnes vivent. Oui. Mais ça reste des fois un peu fantaisiste, un peu gentil. Oui. C'est pas... Ils savent très bien qu'à un moment donné... oui, après, tu es sénégalaise, exactement. tout à fait comme eux. C'est ce qu'il doit faire pour en tout cas, on revient pour ça. Moi, j'ai même pas l'impression d'avoir quitté le pays, même si quand je suis revenue, parce que je suis restée quand même 8 ans sans revenir. Donc quand je suis revenue, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais en tout cas, les habitudes n'ont pas changé. Et je dis toujours à ma mère, à chaque fois que je descends à l'aéroport, je descends de l'avion, j'ai une joie que je ne peux pas mesurer. Je suis contente de venir, je suis contente d'être là. Tu oublies le stress, tu oublies tous tes soucis. Voilà, c'est ça. Donc, quand on est là, on va être à l'aise. Parce que tu es chez toi. Voilà, exactement. Tu reviens chez toi, tu peux être là n'importe où. Pour toi, exactement. Comme tu as dit, des concours de circonstances, etc. Oui. Mais à la fin de la journée, tu reviens chez toi. Exactement. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça que et c'est pour ça que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Et que tu essaies d'impacter le pays. Oui. Ouais. Oui. Et d'apporter, comme tu disais tout à l'heure, ta pierre. Moi, en tout cas, ce qu'on vise dans ce projet, c'est vraiment l'impact social. Donc, le fait de partir dans les villages, de les former, qu'ils essayent, qu'ils font la culture et nous revendent la récolte, ça constitue déjà une source de revenus pour eux. Tu travailles avec les communautés environnantes. Oui, les coopératives. Quand on va dans un village, c'est pour travailler avec eux. On ne ramène pas de la main-d'œuvre, non. On les forme et eux, ils travaillent. D'accord. Aujourd'hui, avec un partenaire, on est en train de former beaucoup de jeunes. Donc, une cohorte de 100 jeunes est passée. On continue à former d'autres jeunes qui sont formés à la culture du tournesol. Donc, moi, j'ai payé pour le faire. Eux, ils le font gratuitement. Donc, ils ont de la formation, ils auront de la matière dans tous les cas. Donc, même s'ils ne le font pas pour nous, ils le feront en tout cas. Au moins, ils connaissent et ils savent comment le faire. Donc, en tout cas, c'est ça. Et en temps de récolte, c'est toujours les femmes qui vont faire de la récolte. Donc, c'est pour pousser un peu l'entrepreneuriat féminin. Mais voilà, les équipes savent que la récolte, c'est les femmes. C'est eux qui vont faire le battage des capitules aux graines pour leur permettre aussi, elles aussi, d'avoir une petite activité. D'accord. Donc, tu crées aussi des emplois. Oui, et tu as un impact local. Oui. Et tu révolutionnes aussi le marché de l'huile au Sénégal à ton niveau. Oui. Et ça, c'est important. Oui. Et tu es un bel exemple pour tes filles aussi, parce que tu leur montres que tout est possible. Oui, bon, oui, ils le disent tout le temps. Maman, elle fait que travailler. Quand elle ne travaille pas au restaurant, elle travaille à la maison, dans la cuisine, sinon elle travaille à l'usine. Elle-même, elle me le répète, mais voilà, c'est aussi ce qu'on vise en tant que mère, d'être un exemple pour ses enfants. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci. Pour tout ce que tu fais. Pour aussi cette proactivité que tu as pour le pays, pour les communautés. Et on a hâte de voir l'huile Djamilatou revenir. Oui. Djamila aussi. revenir. Et aussi, c'est important aussi de se dire, voilà, c'est un produit local avec aux normes internationales. Oui. Et
avec des qualités nutritives qui n'ont rien à envier Exactement. avec les huiles du monde entier. Oui. Et ça, c'est ça qu'on veut. Pas de médiocrité, Exactement. mais vraiment de l'excellence africaine. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, Mathilde. Ça a été un réel plaisir d'avoir partagé en tout cas toute mon expérience et mes perspectives avec toi. Merci à toi. Merci. Et surtout, tu nous reviens très rapidement lorsque Jamila sort. Avec plaisir. À bientôt, Jamila. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mathilde. C'était votre podcast Histoire d'audace avec Jamila Toussaud, qui nous a partagé son histoire, sa témérité, son audace, une femme aux multifacettes qui a réussi à entreprendre et à continuer à travailler en France pour justement préparer son retour et avoir un retour au Sénégal épanoui avec sa famille. À vous la diaspora, c'est possible et n'hésitez pas à prendre exemple sur elle. Et comme je vous le dis, ce podcast existe grâce à vos soutiens, grâce à votre support. Donc merci de vous abonner, de liker et un grand merci à nos sponsors EPC Minex, Rice et Business France. À très bientôt.